À 22 ans et sans abri, il ne lui restait que 10 euros en poche. Au lieu de s'acheter à manger, elle a fait un choix impensable. Acheter un vieux wagon rouillé, perdu au fond d'une forêt. Tout le village l'a prise pour une folle. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est qu'à l'intérieur, scellé derrière une lourde porte soudée depuis un demi-siècle, se cachait un secret inimaginable qui allait changer son destin à tout jamais. Restez bien avec nous jusqu'à la toute fin, car ce qu'elle s'apprête à découvrir dépasse tout ce que vous pouvez imaginer. Avant de plonger dans cette histoire, prenez une petite seconde pour aimer la vidéo et vous abonner à la chaîne. Et dites-moi dans les commentaires d'où vous nous regardez aujourd'hui. J'adore vraiment savoir jusqu'où voyagent nos récits. Elle avait 22 ans et pas le moindre toit au-dessus de sa tête. Pas un centime de côté, personne n'a appelé à l'aide, rien d'autre qu'un sac à dos usé et un billet froissé de 10 euros qu'elle gardait précieusement au fond de sa poche depuis une semaine. Et d'une manière ou d'une autre, contre toute logique apparente, elle a dépensé cet unique billet pour acheter un wagon de la SNCF rouillé, vieux de 80 ans, abandonné au bout d'une voie morte dans les montagnes escarpées des Cévennes. Les gens du coin disaient qu'elle avait complètement perdu la raison. Pour eux, ce n'était qu'un amas de ferraille pourrissante englouti par la forêt. Mais ce que personne ne savait, c'est qu'à l'intérieur de ce vieux wagon de voyageurs, scellé derrière un loupano qui n'avait pas été ouvert depuis plus d'un demi-siècle, se cachait une chose qui allait absolument tout bouleverser. Margot venait du genre de famille qui ne laisse aucune trace dans l'histoire. Non pas parce qu'ils étaient de mauvaises personnes, mais simplement parce qu'ils n'avaient jamais eu assez pour construire le moindre héritage. Sa mère travaillait comme serveuse dans un relais routier fatigué en bordure d'une route nationale balayée par les vents, enchaînant les doubles services jusqu'à ce que son corps épuisé finisse par lâcher définitivement. Son père, lui, conduisait un camion de livraison jusqu'à ce que son entreprise fasse faillite et qu'il disparaisse dans la nature, laissant derrière lui un silence lourd. Margot et sa mère vivaient dans un mobil-home délabré, posé sur un terrain de gravier sombre entouré de grillages, avec une laverie automatique à l'entrée dont les machines étaient éternellement en panne. Elle représentait cette France invisible, celle des travailleurs acharnés qui se lèvent avant l'aube, qui font tourner le pays dans l'ombre mais que personne ne regarde jamais vraiment. Margot a dû quitter l'école très tôt, à l'âge de 17 ans, parce qu'il fallait bien quelqu'un pour aider sa mère à payer les factures qui s'accumulaient implacablement sur la table en formica de la cuisine. Elle a commencé au même relais routier, plongeant ses mains abîmées dans l'eau bouillante de la plonge, débarrassant les assiettes des chauffeurs de passage. Puis elle a pris un poste dans une petite supérette à la sortie du village, tenant la caisse dans le froid de 6 heures du matin à 14 heures, avant d'enchaîner avec la mise en rayon de concert jusqu'à la tombée de la nuit. Elle était douée pour ça. Ce genre d'efficacité silencieuse qui vient de la nécessité absolue, de l'attention portée aux moindres détails et de l'habitude ancrée de ne jamais se plaindre. C'est-à-dire le genre de dévouement qui passe toujours inaperçu et qui n'est strictement jamais récompensé par la vie. Dans ce monde-là, la misère ne se résume pas à un simple compte bancaire vide. C'est un poids physique écrasant, une fatigue qui s'infiltre dans les os, une dette invisible qui se transmet de mère en fille comme une malédiction silencieuse. Une existence entière définie par un labeur honnête mais profondément stérile, où chaque effort supplémentaire sert uniquement à garder la tête hors de l'eau pour survivre jusqu'au lendemain, sans jamais s'autoriser le luxe d'imaginer un avenir différent. Sa mère est morte alors que Margot avait à peine 20 ans. 42 ans, c'est atrocement jeune pour s'éteindre, mais l'acte de décès mentionnait pudiquement une insuffisance cardiaque. C'était la formulation médicale officielle, presque polie. La vérité, beaucoup moins reluisante, c'est que c'était simplement la façon clinique de décrire l'effondrement total d'un corps usé par les nuits blanches, l'air vicié des cuisines, la nourriture bon marché qui nourrit mal, et cette angoisse permanente des fins de mois qui finit par ronger les muscles et le cœur. Une vie entière de travail acharné avait tout bonnement réclamé son dû d'un seul coup. Margot s'est retrouvée complètement seule pour organiser les obsèques. Elle a dû enterrer sa mère dans le carré le plus modeste du cimetière cantonal, sous un ciel gris et indifférent, avec de l'argent qu'elle n'avait évidemment pas. C'est le propriétaire du relais routier, un vieux briscard au grand cœur nommé Gilles, qui lui a fait l'avance. Un prêt d'honneur, sans la moindre signature. En échange, Margot le remboursait à hauteur de 20 euros par mois, une somme qu'il retenait directement sur son salaire d'employé. Elle s'est privée de tout, comptant chaque centime avec une précision maladive, mangeant des restes froids à l'arrière du magasin, pour honorer cette parole. Il lui a fallu 9 longs mois d'un dévouement silencieux pour enfin effacer cette ardoise. Le jour où la dette fut épongée, debout dans le petit bureau exigu et parfumé au tabac froid de Gilles, Margot pensait respirer à nouveau. Elle s'attendait sincèrement à ressentir un souffle de liberté, l'allègement de son fardeau. Mais c'est une terreur glaciale qui l'a envahie sur le coup, une sensation de vide d'une profondeur inouïe. Cette dette, aussi misérable soit-elle, était le dernier ancrage qui la rattachait à sa mère, la dernière preuve tangible de son existence sur terre.
Une fois ce compte soldé, il ne restait plus rien. Le lien charnel et matériel était tranché net. Elle s'est mise à flotter, déracinée, dans une réalité où elle n'avait plus aucune obligation envers personne, mais où plus personne ne se souciait d'elle non plus. Cette illusion de sursis n'aura tenu que très peu de temps. 2 mois plus tard, en rentrant épuisée d'un double service sous une pluie battante, elle a trouvé la porte métallique de leur vieux mobil-home barricadé, un avis de saisie formelle placardé bien en évidence. Elle avait 72 heures pour déguerpir. C'est à cet instant précis que la réalité vous frappe avec une brutalité inouïe. L'absence absolue de filet de sécurité, c'est comprendre que si vous trébuchez, le gouffre est direct. Il n'y a pas d'oncle à appeler en urgence, pas d'amis de la famille pour vous héberger, pas d'épargne pour vous rattraper. Le sol s'efface sous vos pas et le monde continue de tourner, totalement sourd à votre chute. Margot n'a versé aucune larme ce soir-là. Elle a méthodiquement rempli son unique sac à dos délavé, y glissant 2 pantalons, quelques vêtements de rechange, les papiers d'identité cornés de sa mère et un manteau trop grand. Elle a laissé tous les autres souvenirs derrière elle, livrés aux huissiers de justice. Elle a tourné le dos à ce bout de terrain vague sans un seul regard en arrière. Elle a marché le long de la route départementale plongée dans l'obscurité, le vent glacé piquant ses joues pâles, évitant les phares aveuglants des rares voitures, jusqu'à la petite gare régionale au mur recouvert de lierre. Dans sa poche, il lui restait très exactement 38 € en pièces et petits billets. Aucune destination en tête, aucun horizon à viser. C'est là, sur ce quai désert, éclairé par un lampadaire grésillant et balayé par les courants d'air froid, qu'elle a définitivement basculé. Ce n'était pas un départ, c'était le début d'une longue errance. Elle s'apprêtait à devenir une ombre, s'effaçant aux yeux de la société, entamant sa lente et silencieuse descente dans le monde de l'itinérance. Elle a voyagé sans but pendant 2 mois entiers. 60 jours d'un mouvement perpétuel à travers les routes secondaires des provinces françaises, passant de gares brumeuses en arrêts de bus désolés. Souvent, quand l'immobilité devient beaucoup plus terrifiante que l'inconnu, l'être humain continue tout simplement d'avancer. Elle montait dans des autocars régionaux à moitié vides, observant les vastes champs s'enchaîner derrière des vitres maculées de pluie, sans jamais qu'un seul endroit ne retienne son attention. Elle n'allait nulle part de précis. Elle fuyait la sensation effroyable du vide qui la talonnait sans répit. Très vite, ce quotidien d'errance est devenu une lutte viscérale. Elle a appris la rudesse de dormir assise dans des abribus en béton glacial. Frigorifiée par le vent nocturne, elle gardait les genoux serrés contre sa poitrine, son précieux sac à dos faisant office d'oreiller de fortune, son manteau élimé tiré au maximum sur ses épaules frissonnantes pour conserver une once de chaleur. Elle survivait exclusivement grâce aux distributeurs automatiques, une nourriture totalement stérile et triste, emballée sous vide, qui remplit vaguement l'estomac sans jamais nourrir le corps. Des sandwichs triangles au pain pâteux et ce fameux café en gobelet plastique qui, invariablement, avait le goût métallique de la machine brûlante dont il provenait. Ces rituels matinaux se déroulaient sous la lumière blafarde et impitoyable des néons de station-service. Elle se lavait à l'eau glacée dans les toilettes d'air d'autoroute à 3 heures du matin, penchée au-dessus de lavabos en inox froid. Lorsqu'elle osait lever les yeux, elle affrontait son reflet dans des miroirs striés de calcaire. Elle y voyait une jeune femme aux traits tirés par la fatigue, qui s'effaçait peu à peu de la société des hommes. Pour survivre, Margot a dû perfectionner l'art minutieux de disparaître. C'est devenu son mécanisme de défense absolue. Elle a appris à se rendre totalement invisible, à occuper le moins d'espace physique possible. Elle savait comment s'asseoir dans le coin le plus sombre d'une salle d'attente, un livre écorné posé sur les genoux, affichant l'air faussement agacé de quelqu'un qui attend un ami en retard. L'objectif vital était de ne jamais attirer l'œil sévère des vigiles, de ne jamais donner la moindre impression de vouloir s'installer. Mais au bout de ces 2 mois de mouvement continu, une souffrance bien plus profonde que l'épuisement musculaire s'est emparée d'elle. 2 mois à voir des villes défiler au rythme des essuie-glaces et à se demander ce que l'on ressentirait si, par miracle, on s'arrêtait enfin. Pas seulement cesser de marcher, mais cesser d'être constamment entre 2 endroits. Être véritablement quelque part. Son désir le plus intime et le plus douloureux n'était pas de trouver le confort bourgeois. C'était simplement ce besoin viscéral de poser son sac à terre, de l'ouvrir et de ne pas avoir à le refermer à la hâte à l'aube. Défaire ses bagages, au fond, cela signifie accorder sa confiance au monde. C'est oser croire que l'on a enfin obtenu l'autorisation de rester. Et la rue lui avait cruellement appris que cette confiance-là était un luxe inouï qu'elle ne pouvait tout simplement plus se permettre. C'est à bord d'un autocar régional à moitié vide, qui serpentait péniblement à travers les vallées profondes et escarpées des Cévennes, que la trajectoire de sa vie a basculé. Margot était assise près de la vitre, regardant distraitement les forêts denses de châtaigniers défiler sous un ciel lourd. Quelques rangées devant elle,
Deux hommes corpulents discutaient bruyamment pour couvrir le grondement sourd du moteur diesel. C'étaient des ouvriers forestiers, le genre d'hommes aux mains calleuses et au visage buriné par le plein air, vêtus de vestes de travail épaisses qui sentaient fort la résine de pin, la laine humide et le tabac brun. Ils parlaient de coupes de bois, de machines forestières, de la valeur marchande des choses au poids. Et puis, la conversation a doucement dérivé sur une vente aux enchères domaniales prévue le week-end suivant dans une petite commune isolée de la région. La municipalité locale cherchait par tous les moyens à se débarrasser de vieux équipements, des vestiges d'une époque industrielle révolue, laissés à l'abandon depuis des décennies. La majeure partie des lots n'était que de la ferraille sans le moindre intérêt. Mais l'un des bûcherons a soudain mentionné un objet singulier, une ancienne voiture de voyageurs de la SNCF datant des années 30. Un véritable monstre d'acier, échoué sur un tronçon de voie morte totalement englouti par la végétation, à des kilomètres de la route goudronnée la plus proche. Absolument personne n'en avait voulu lors des précédentes enchères. La mairie, désespérée à l'idée de devoir conserver cette épave dans ses registres, bradait le lot pour une mise à prix totalement dérisoire afin de clore le dossier une bonne fois pour toutes. 10 €. Celui ou celle qui paierait cette somme symbolique obtiendrait le wagon et le droit d'usage des quelques dizaines de mètres de rails sur lesquels il reposait, un terrain oublié appartenant à une compagnie ferroviaire disparue depuis presque un siècle. 10 €. En entendant ce chiffre, Margot s'est très légèrement penchée en avant, retenant instinctivement son souffle. Elle n'a pas fait le moindre geste, elle n'a pas prononcé un mot. Elle s'est contentée d'écouter, absorbant avidement chaque syllabe. Les deux hommes ont continué à plaisanter à ce sujet avec un dédain évident. L'un d'eux affirmait que la carcasse devait être rongée par la rouille jusqu'à l'os. L'autre pariait que les boiseries intérieures n'étaient plus qu'un vaste nid de pourriture humide. Ils étaient catégoriques. L'épave ne valait même pas l'essence nécessaire pour aller l'inspecter. Trop lourde à tracter, impossible à démanteler au milieu de nulle part. Un fardeau totalement inutile. Dans un éclat de rire gras, ils ont balayé le sujet et se sont mis à débattre des résultats du championnat de rugby. La parenthèse était refermée pour eux. Mais pour Margot, recroquevillée dans son siège élimé, quelque chose de sismique venait de se produire. Elle s'est adossée lentement, le regard fixé sur les collines verdoyantes, son esprit tourbillonnant à toute vitesse. Un wagon de chemin de fer. Un lieu concret avec de vrais murs, un toit étanche, une porte que l'on peut barricader de l'intérieur. Et par-dessus tout, une chose massive qui reposait fermement sur une parcelle de terre et qui ne bougeait pas. Pour une jeune femme qui venait de subir 2 mois d'un mouvement perpétuel et terrifiant, l'idée même d'une structure pesant plusieurs dizaines de tonnes, ancrée au sol et refusant de bouger, dégageait un attrait absolument irrésistible. C'était un phare inespéré dans la nuit. Une forteresse immobile d'acier et de bois. Alors que le car approchait du prochain village, Margot savait déjà, du plus profond de ses tripes, qu'elle descendrait au prochain arrêt. L'autocar s'est immobilisé dans un village de pierre endormie, accroché au flanc rugueux de la montagne. C'était un de ces bourgs sévenols oubliés par la modernité, où les façades lézardées témoignent d'un lent exode rural et où les volets restent clos une grande partie de l'année. Margot est descendue sur la petite place déserte, le bruit du moteur s'éloignant pour laisser place au chant lourd du vent. Sans hésiter une seule seconde, elle s'est dirigée vers la mairie, une bâtisse austère dont le drapeau républicain effiloché battait faiblement au-dessus du fronton. À l'intérieur, l'air embaumaient la cire pour parquet, les vieux papiers administratifs et une tranquillité presque solennelle. Derrière l'épais guichet en bois verni se tenait une employée municipale d'une 50aine d'années. Une femme au visage marqué par la fatigue, encadrée de lunettes reposant sur le bout de son nez, mais dont les yeux foncés trahissaient une bienveillance évidente. Margot s'est avancée et a demandé, d'une voix qu'elle s'efforçait de garder ferme, des informations sur ce wagon de passagers abandonnés. L'employée l'a scruté avec un mélange palpable de surprise et de perplexité. Elle a tapé lentement sur son clavier d'ordinateur avant de retrouver le dossier enfoui dans les archives numériques. Puis, elle a de nouveau posé son regard sur cette jeune fille si frêle, sur son sac à dos usé jusqu'à la corde et son allure de naufragé. Avec une douceur maternelle qui serrait le cœur, la fonctionnaire a tenté de la dissuader. Elle lui a expliqué, avec une honnêteté brutale, que cela n'était pas une affaire immobilière, mais un véritable cauchemar logistique. Elle a insisté sur le fait qu'il n'y avait strictement aucun accès routier. Pas de chemin praticable, pas d'eau courante, pas la moindre ligne électrique à des kilomètres à la ronde. C'était une carcasse de métal livrée aux éléments, nécessitant une marche longue et harassante à travers une forêt dense et pentue. La femme lui parlait d'insalubrité, d'isolement total, espérant lui faire entendre la voix de la raison. Mais la logique implacable de l'employé s'écrasait violemment contre le désespoir silencieux de Margot. Ce que la fonctionnaire décrivait comme un exil invivable résonnait dans l'esprit de la jeune femme comme la promesse d'un sanctuaire inviolable.
Une absence de route signifiait qu'aucun huissier ne viendrait jamais coller d'avis de saisie sur sa porte. Pour quelqu'un qui se noie depuis des mois dans l'indifférence du monde, un rocher nu et rugueux est infiniment plus précieux qu'un navire d'où l'on risque d'être jeté par-dessus bord à la première vague. Avec une lenteur solennelle, Margot a plongé la main dans sa poche. Elle en a extrait son ultime billet de 10 €, froissé et humide de sueur, et l'a lissé soigneusement sur le comptoir en chêne. Le silence a envahi la pièce. La secrétaire a longuement fixé ce maigre billet, puis le visage incroyablement déterminé de cet enfant abîmé par la vie. Comprenant qu'aucune argumentation ne briserait une telle nécessité, elle a soupiré avec indulgence, a imprimé l'acte de cession domaniale et l'a glissé de l'autre côté de la vitre. Margot a pris le stylo et a signé au bas de la page. En l'espace d'une seconde, contre la somme la plus dérisoire qui soit, cette vagabonde invisible venait de s'acheter le droit d'exister quelque part. Elle était, enfin, propriétaire d'un toit. L'après-midi même, elle a entamé sa marche vers la forêt. Quitter le village de Pierre fut comme franchir la frontière invisible séparant le monde des vivants d'un royaume oublié. Le chemin pavé s'est rapidement effacé au profit d'une route de terre crayeuse et sinueuse qui plongeait abruptement vers le creux de la vallée. Là, enjambant une rivière impétueuse aux intenses reflets d'émeraude, se dressait un antique viaduc en pierre de taille, vestige majestueux et tragiquement silencieux d'une époque où l'ingénierie humaine croyait pouvoir dompter les montagnes. L'eau s'engouffrait avec un fracas sourd entre les piliers moussus, profonde, glaciale, tourbillonnant dans une danse hypnotique. Margot s'est arrêtée un long moment au milieu du pont, posant ses mains sur le parapet froid, sentant la vibration puissante du courant remonter sous ses semelles usées. C'était une sensation d'une force brute, étrangement rassurante. Cette rivière taillait sa route à travers la roche dure depuis des millénaires, totalement indifférente au naufrage de l'existence. Elle continuait simplement sa course, inébranlable et sereine. Au-delà du viaduc, la piste s'est brutalement rétrécie, se transformant en un simple sentier broussailleux qui s'enfonçait sous une canopée impénétrable. C'est à cet instant précis que le monde des hommes a définitivement disparu derrière elle. En l'espace de quelques mètres, la lumière crue et aveuglante du soleil a été avalée par un toit dense de feuilles de châtaignier et de chênes centenaires, baignant l'espace d'une pénombre presque irréelle. La température a chuté de plusieurs degrés d'un seul coup, saisissant sa peau d'un frisson. L'air y était dense, immobile, saturé de fragrances primitives, le parfum âcre et tenace de la résine de pin, l'odeur lourde de la terre humide gorgée d'humus, subtilement mêlée à une note âpre et cuivrée, presque sanguine, flottant dans la brise. C'était l'haleine persistante du vieux fer rouillé. Elle a fini par déceler le tracé de l'ancienne voie ferrée. C'était moins un chemin qu'une longue cicatrice d'acier que la montagne s'efforçait de recouvrir. Les rails massifs étaient toujours là, à moitié engloutis sous d'épaisses couches de feuilles mortes, de lierre grimpants et de ronces, leurs arêtes jadis étincelantes désormais couvertes d'une lèpre orange et rugueuse. Les lourdes traverses en chêne noirci par les décennies pourrissaient lentement, servant de berceau à des colonies de champignons pâles et à d'épais tapis de mousse duveteuse. Des fougères d'un verre électrique jaillissaient avec insolence de la terre, forçant le passage vers la moindre parcelle de lumière. Margot avançait avec une lenteur méthodique, presque solennelle, son sac à dos pesant pourtant lourdement sur ses épaules endolories. Chaque pas exigeait une attention absolue. Elle devait enjamber des racines noueuses épaisses comme des câbles, repousser de la main les branches basses qui tentaient de lui fouetter le visage et tester la solidité du sol à chaque enjambée. Le silence qui l'enveloppait n'était pas vide, il vibrait du chant lointain d'un oiseau solitaire, du chuchotement du vent dans les hautes cimes et du craquement sec du bois mort sous son poids. C'était un isolement pur, d'une immensité vertigineuse. Plus elle s'enfonçait dans les profondeurs de ce labyrinthe végétal, plus son rythme cardiaque ralentissait, calant ses pulsations sur le souffle de la montagne. Une attente fiévreuse nouait son estomac. Elle marchait vers un point de chute invisible, guidée uniquement par ces deux veines d'acier mortes qui s'étiraient vers l'inconnu, la menant droit vers le secret le mieux gardé de cette forêt. Au détour d'un dernier bosquet de ronces particulièrement dense, la végétation s'est soudainement écartée pour révéler une clairière silencieuse, doucement baignée par des faisceaux de lumière dorée. Et là, trônant en maître absolu au centre de cet écrin végétal, se dressait le géant endormi. C'était une vision presque surréaliste, une anomalie magnifique d'une poésie brutale. Un véritable mastodonte d'acier de près de 25 mètres de long, lourd et silencieux, figé dans les limbes du temps. La carrosserie, autrefois recouverte du verre profond et fière des grandes heures de la SNCF, s'écaillait désormais par larges plaques lépreuses, laissant apparaître les cicatrices rouillées de son interminable combat solitaire contre les éléments et l'oubli. Il ressemblait à une relique d'un siècle lointain, un majestueux paquebot terrestre définitivement échoué sur un océan de fougères et de lierre en pan. Margot s'est approchée avec une lenteur mêlée de crainte et d'un respect infini, n'osant presque pas troubler la quiétude des lieux.
Elle a gravi les étroites marches métalliques du vestibule, qui ont gémi sous son poids avec un son creux, et a posé ses paumes tremblantes sur la lourde porte battante de l'entrée. Il lui a fallu peser de tout son corps, poussant avec cette énergie viscérale que seul donne le désespoir, pour vaincre la résistance têtue de l'acier et des gonds grippés par les décennies. Avec un long grincement strident qui a déchiré le silence protecteur de la forêt, la porte a fini par céder et s'est ouverte sur les ténèbres. En franchissant ce seuil, elle a été instantanément enveloppée par une atmosphère singulière, comme si elle passait dans une autre dimension. La température a chuté brusquement. L'air à l'intérieur y était figé, glacial, lourd de ce parfum si particulier du temps devenu captif. C'était une odeur profonde, tenace et complexe, mêlant la poussière minérale asséchée, le vieux bois ciré et la froideur cuivrée du métal. Devant elle s'étirait un long couloir étroit, plongé dans une pénombre mélancolique que seuls quelques maigres raies de soleil, filtrant péniblement à travers les vitres encrassées, parvenaient à percer. L'intérieur était d'une beauté fantomatique, d'une élégance fanée qui lui a instantanément serré la gorge. De part et d'autre de l'allée centrale s'ouvraient les anciens compartiments couchettes. Elle a effleuré du bout de ses doigts gelés les banquettes recouvertes d'un velours autrefois pourpre, aujourd'hui dramatiquement usé, délavé et mité par le temps. Les cloisons étaient entièrement habillées de somptueux panneaux en acajou sombre dont les veines nobles survivaient sous l'épaisse couche de crasse. Au plafond voûté, des petites appliques en laiton massif, devenues vert de gris avec les années d'humidité, témoignaient silencieusement du faste d'une époque révolue. C'était une capsule temporelle d'une perfection absolue, un sanctuaire préservé des regards humains depuis 50 ans. Margot a lentement remonté l'allée, retenant presque son souffle, explorant l'entrée de chaque cabine avec l'émerveillement grave d'une enfant découvrant un royaume englouti. Mais en arrivant tout au bout du wagon, là où l'étroit couloir aurait dû logiquement se terminer par une seconde porte vitrée menant à l'extérieur, elle s'est figée net. Quelque chose n'allait pas. Quelque chose détonnait violemment avec la délicate architecture raffinée des années 30. À la place de l'élégante boiserie de finition, se dressait une paroi d'une brutalité aveugle. C'était une lourde porte en acier industriel brut, monstrueusement épaisse, implacable, qui avait été scellée à la structure même du wagon par d'épais cordons de soudure grossiers et noircis. Il n'y avait aucune poignée délicate ni de serrure en laiton poli. À la place, un énorme pêne dormant rudimentaire et inviolable trônait au centre de la plaque de métal, semblant avoir été conçu pour résister à un véritable siège. Ce n'était clairement pas un aménagement ferroviaire standard. C'était l'entrée d'une chambre forte, barricadée à l'aveugle, qui semblait hurler une vérité évidente et terrifiante. Quelqu'un, des décennies plus tôt, s'était donné énormément de mal pour s'assurer qu'absolument personne ne puisse jamais découvrir ce qui se cachait de l'autre côté. Le pêne dormant massif défiait toute tentative d'ouverture classique, affichant une solidité arrogante. Mais Margot n'avait pas marché jusqu'ici pour se laisser vaincre par un stupide bloc de métal. L'énergie du désespoir est une force redoutable. Elle est redescendue dans les airboats qui encerclaient le wagon, cherchant frénétiquement la moindre faille, le moindre outil laissé à l'abandon par les fantômes du passé. Ses doigts écorchés ont fini par déterrer un lourd morceau de fer à béton rouillé, oublié là depuis un demi-siècle, et une pierre de ballast particulièrement dense. De retour dans le couloir étouffant, elle a minutieusement examiné la structure de la porte. Par une chance inouïe, ou par l'erreur grossière de celui qui l'avait barricadée, les lourdes charnières industrielles étaient fixées du côté extérieur du panneau. Elle a commencé à frapper. Utilisant la tige de fer comme un burin de fortune et la pierre, pointue comme marteau, elle s'est attaquée au premier axe métallique. Le bruit strident de l'acier contre l'acier résonnait brutalement dans le silence absolu de la forêt, rebondissant violemment sur les parois en acajou. C'était un travail éreintant, d'une primitivité épuisante. La sueur perlait sur son front, la peau de ses paumes se déchirait à chaque impact, ses muscles fragiles tremblaient sous l'effort constant, mais elle refusait d'arrêter. Chaque millimètre gagné était une victoire arrachée à la roue et au temps. Il lui a fallu près de 2 heures d'un acharnement muet et douloureux pour faire sauter la dernière goupille. Haletante, elle a glissé ses doigts meurtris dans l'interstice brûlant et a tiré de toutes ses forces. La lourde plaque d'acier a basculé dans un grincement funèbre, révélant un espace plongé dans une obscurité absolue. Margot est restée figée sur le seuil, le souffle court. Contrairement au reste du wagon où la lumière filtrait timidement, cette pièce était un tombeau aveugle. En plissant les yeux, elle a fini par en comprendre la terrible raison. Toutes les fenêtres de ce compartiment arrière avaient été méthodiquement obstruées par d'épaisses plaques de tôle directement soudées au cadre depuis l'intérieur. Seul le faible halo de lumière dorée provenant du couloir dans son dos permettait de percer la pénombre. Et ce que cette lumière a fini par dévoiler lui a littéralement coupé le souffle. La pièce n'était pas un simple cagibi vide. Elle avait été transformée avec une obsession maniaque en une véritable chambre forte clandestine.
Du sol au plafond, de solides étagères en bois brut tapissaient entièrement l'espace. Et sur ces étagères, alignées avec une précision quasi militaire, reposaient des dizaines et des dizaines de boîtes à cigares anciennes en bois de cèdre. Il y en avait peut-être une centaine, soigneusement rangées, les étiquettes fanées tournées vers l'extérieur. Une odeur sèche de tabac froid, de papier vieilli et de secret régnait en maître. Les jambes flageolantes, incapable de soutenir son propre poids face à l'irréel, Margot s'est laissée glisser sur le parquet poussiéreux. Le silence était assourdissant. D'une main tremblante, elle a attiré vers elle la boîte la plus proche et en a lentement soulevé le couvercle. À l'intérieur, étroitement serré et maintenu par des élastiques desséchés qui se sont effrités au premier contact, se trouvaient des liasses épaisses de billets de banque dans un état de conservation irréprochable. Des anciens francs aux couleurs pastel, des devises d'une autre époque, mais dont la valeur d'échange auprès de la Banque de France restait totalement valide. Le cœur tambourinant à tout rompre dans sa poitrine, elle a ouvert une deuxième boîte. D'autres liasses, parfaitement comptées. Une troisième. Celle-ci pesait lourdement et contenait des rouleaux de pièces massives, de francs en argent pur qui ont teinté avec une clarté cristalline. Dans une quatrième boîte, blottie au fond de petites bourses en velours sombre, des dizaines de pièces d'or luisaient faiblement, défiant l'obscurité. Margot a perdu toute notion du temps. Assise en tailleur dans la poussière de ce sanctuaire oublié de Dieu, elle a passé des heures à ouvrir chaque réceptacle, un par un, comme on égrène un chapelet. Elle comptait, recomptait, tentant de convertir mentalement ses reliques financières en monnaie actuelle. Le calcul était tout simplement vertigineux. Entre l'argent liquide, le poids du métal précieux et la valeur numismatique inestimable, ce n'était pas de simples économies de bout de chandelle. C'était l'œuvre d'une vie, un véritable trésor de guerre. Ce qui reposait là, dans le ventre rouillé de ce géant d'acier endormi dans les montagnes, représentait des dizaines de milliers d'euros. Le contraste était d'une ironie foudroyante, presque cruelle. La jeune vagabonde qui, le matin même, ne possédait que 38 misérables euros dans la poche de son manteau troué, venait de mettre au jour une véritable fortune, protégée dans l'obscurité pour elle, attendant silencieusement son heure. C'était tout au fond de l'étagère la plus basse. Derrière la toute dernière rangée de boîtes à cigares, les doigts couverts de poussière de Margot ont heurté une surface métallique froide et incurvée. Ce n'était pas la douceur familière du bois de cèdre. Elle a tiré l'objet vers le faible halo de lumière rasante provenant du couloir. C'était une ancienne gamelle d'ouvrier en fer blanc, cabossée, rayée par les années d'usage et piquée par la rouille, fermée par un petit loquet tenace. Avec une précaution infinie, retenant son souffle, elle a fait sauter l'attache métallique. À l'intérieur, il n'y avait ni or, ni argent, ni liasse de billets. Il y avait simplement une enveloppe jaunie par les décennies. Elle contenait une photographie en noir et blanc au bord dentelé et une lettre manuscrite, rédigée sur du papier quadrillé d'une écriture cursive, appliquée et légèrement tremblante. Sur le cliché se tenait un homme d'une 60aine d'années, le visage sévère, buriné par le soleil et l'effort d'une vie de labeur. Il portait un bleu de travail épais et l'incontournable casquette de cheminot. Il posait fièrement devant ce même wagon, à une époque lointaine où la peinture verte était encore fraîche, éclatante, et où les vitres brillaient au soleil. Il avait une main posée sur la paroi d'acier, comme on s'appuie avec tendresse sur l'épaule d'un vieil ami de confiance. Margot a déplié la lettre. L'encre bleue avait légèrement pâli avec le temps, mais les mots résonnaient avec une clarté foudroyante dans le silence de la pièce. Le texte disait ceci. « Je m'appelle Émile. J'ai donné 40 années de ma vie au chemin de fer, de la sueur des machines à vapeur jusqu'aux motrices électriques. Quand la ligne a fermé définitivement, j'ai racheté ce wagon avec ma maigre prime de départ. J'ai connu la faim tenace pendant la guerre et la misère noire de l'après-guerre. Je n'ai jamais fait confiance aux banques, car elles finissent toujours par vous prendre ce que vous avez gagné à la sueur de votre front. Tout ce qui se trouve ici est le fruit d'un travail honnête, accumulé franc par franc. Si quelqu'un de mon sang trouve ceci un jour, sachez que je n'ai jamais cessé de penser à vous. J'avais un fils, René. Il est parti une nuit d'hiver et je n'ai plus jamais eu de ses nouvelles. S'il a eu des enfants, cet argent leur revient de droit. C'est mon sang et c'est le vôtre. René. Son père s'appelait René. Cet homme fuyant, le chauffeur de livraison aux épaules voûtées par les dettes, qui avait fini par abandonner sa propre famille sans laisser d'adresse, n'avait jamais prononcé le nom d'Émile. Il n'avait jamais évoqué les vallées sauvages des Cévennes, ni un vieux wagon caché dans les bois, ni un père silencieux qui guettait désespérément son retour. Il avait coupé ses racines à vif, condamnant sa propre lignée à l'errance et à la pauvreté. Assise dans la poussière de ce caveau d'acier, la lettre serrée à 100 rompre les phalanges contre sa poitrine, Margot a éclaté en sanglots. Ce n'étaient pas des larmes de soulagement ni une simple libération de la tension nerveuse.
C'était un hurlement silencieux, un déchirement viscéral qui remontait des profondeurs insoupçonnées de son âme. Elle pleurait pour ce grand-père inconnu dont elle portait les traits. Elle pleurait pour son père qui avait fui sa propre vie, pour sa mère qui s'était tuée à la tâche dans l'indifférence totale, et pour toutes ces longues années de froid, de faim et de solitude qu'elle venait d'endurer sur les routes. Et par-dessus tout, elle pleurait devant l'immensité de ce geste d'amour absolu. Un homme solitaire, traumatisé par la rudesse de son époque, avait passé les 20 dernières années de son existence à entasser sa sueur et ses sacrifices dans des boîtes en bois, dans l'espoir fou et aveugle que, peut-être, un jour, une petite fille dont il ignorait jusqu'à l'existence finirait par retrouver le chemin de la maison. Émile était mort seul, emportant son secret dans la tombe, mais la lumière venait enfin d'entrer dans les ténèbres pour réclamer son dû. Dès les premières lueurs de l'aube, Margot a refait le chemin en sens inverse. Son sac à dos était atrocement lourd, lesté par le poids physique de l'histoire et par des liasses de billets parfaitement conservés. Mais pour la toute première fois de sa vie, ce fardeau colossal ne l'écrasait pas au sol. Au contraire, il la redressait. Elle a marché d'un pas ferme jusqu'à la petite gare régionale, a pris le premier train pour la métropole la plus proche et a poussé les lourds portes vitrés d'une agence de la Banque de France. L'employé au guichet a écarquillé les yeux en voyant cette jeune femme aux vêtements élimés déballer une véritable fortune en devises anciennes, mais dont la conversion légale était indiscutable. Après de longues heures de vérification minutieuse et de démarches administratives, Margot est ressortie sur le trottoir sous un soleil éclatant. Le changement était vertigineux. Quelques heures plus tôt, elle n'était qu'une vagabonde invisible, une ombre sans avenir fuyant les contrôleurs. À présent, elle était une femme possédant un capital solide, une histoire familiale, par-dessus tout, un but féroce. Dès l'après-midi même, elle a investi une fraction de cet argent pour s'acheter un vieil utilitaire blanc d'occasion. Une camionnette cabossée, rayée sur les flancs, dotée d'un moteur diesel bruyant mais réputé absolument increvable. Elle a rempli l'arrière du véhicule avec des outils neufs, des pieds de biche, des scies à métaux, des produits d'entretien professionnel, des jerrycans d'eau claire et des vivres, avant de reprendre la route sinueuse des montagnes Cévenol. Elle s'est garée aussi près que la piste forestière endommagée le permettait et a commencé les innombrables allers-retours à pied, transportant son matériel à bout de bras jusqu'à la clairière silencieuse. Le véritable travail de résurrection a alors pu commencer. C'était un labeur titanesque, brut et impitoyable. Elle s'est d'abord attaquée à la chambre forte. Armée d'un lot pied de biche et d'une masse en fer forgé, elle a arraché, dans un fracas assourdissant de tôle déchirée, les épaisses plaques d'acier qui obstruaient les fenêtres arrière. Lorsque la première plaque a finalement cédé et s'est écrasée lourdement sur le plancher poussiéreux, la lumière pure et dorée de la montagne a inondé la pièce pour la première fois depuis près d'un demi-siècle. C'était comme insuffler de l'air dans les poumons d'un noyé. Les jours qui ont suivi se sont fondus dans une frénésie ininterrompue de travail physique. Elle a frotté les cloisons en acajou, centimètre par centimètre, avec de la paille de fer fine et de l'huile de lin, jusqu'à avoir les phalanges à vif. Elle a vu le bois sombre et noble renaître miraculeusement sous ses doigts, révélant ses veines riches et chaleureuses sous les couches épaisses de crasse accumulée. Elle a arraché les lambeaux de moquette pourris du couloir central pour mettre à nu le plancher en chêne massif qu'elle a méticuleusement gratté, poncé et nourri. Chaque muscle de son corps hurlait de douleur à la tombée de la nuit, mais c'était une douleur réparatrice. Contrairement à l'épuisement stérile qui avait lentement tué sa mère dans les cuisines de ce foutu relais routier, cette fatigue-là avait un sens profond. Chaque coup de marteau, chaque goutte de sueur versée sur ce sol était une victoire éclatante contre la fatalité. Ce travail harassant agissait comme un baume surpuissant sur ses blessures psychologiques. En nettoyant ce vieux géant d'acier de ses cicatrices, Margot grattait ses propres traumatismes. Elle ne réparait pas seulement un wagon oublié au fond des bois, elle se reconstruisait elle-même, de ses propres mains, s'enracinant enfin dans la terre ferme. L'étape suivante consistait à insuffler une âme, à transformer cet espace froid en un véritable refuge. L'eau courante était une priorité absolue, une question de survie et de dignité. À quelques centaines de mètres en amont de la clairière, sous le couvert dense des pins, Margot avait repéré une source sauvage jaillissant d'une faille dans la roche calcaire. Pendant 5 jours épuisants, armée seulement d'une pioche et d'une pelle rudimentaire, elle a creusé une tranchée sinueuse à la seule force de ses bras. Elle s'est battue contre la terre rocailleuse et les racines noueuses pour y enfouir des tuyaux en PVC, acheminant cette eau pure et glaciale jusqu'à un petit réservoir gravitaire astucieusement fixé sous le châssis de la structure. Ouvrir le robinet de la cuisine pour la première fois et voir couler ce filet d'eau claire fut une victoire intime, presque bouleversante. L'autonomie énergétique a suivi, lui permettant de couper définitivement les ponts avec le besoin de l'extérieur. Guidée par les conseils rugueux mais précieux d'un artisan du village, elle a hissé et fixé plusieurs panneaux solaires sur la courbe du toit en acier.
Cette installation modeste alimentait un parc de batteries silencieuses logées dans un coffre étanche. Ce n'était pas le grand luxe, mais c'était amplement suffisant pour illuminer les douces soirées, faire tourner un petit réfrigérateur et maintenir le lien avec le monde. Pour terrasser définitivement le froid mordant des nuits d'altitude, elle a percé la toiture avec une minutie d'orfèvre et a fait passer le tubage d'un robuste poêle à bois en fonte. Bientôt, le parfum réconfortant du chêne et du hêtre brûlé s'est mis à flotter dans la vallée, signalant le retour de la vie. L'intérieur a alors véritablement pris forme. Elle a démantelé la majorité des antiques compartiments pour libérer un vaste espace central. Avec d'épaisses planches de châtaignier brut, elle a façonné une cuisine simple mais incroyablement chaleureuse. Mais c'est la toute dernière cabine, celle jouxtant l'ancienne chambre forte de son grand-père, qu'elle a jalousement gardée pour elle. Elle a remplacé la banquette pourrie par un véritable matelas, épais et moelleux. Elle a cousu de lourds rideaux isolants pour occulter les fenêtres et a posé une petite lampe de lecture, diffusant une lumière ambrée sur une étagère de fortune. La toute première nuit qu'elle a passée dans ce lit restera gravée dans sa chair à jamais. Dehors, la température frisait le zéro, mais à l'intérieur, le poêle irradiait une chaleur douce et protectrice. Margot s'est glissée sous des draps propres, le corps perclus de courbatures, mais l'esprit libéré d'un poids immense. Fini les courants d'air glaciaux des abribus, fini la peur tenace et constante d'être chassée au petit matin par une patrouille de police. Elle écoutait les bruits de la montagne sauvage, le ululement lointain d'une chouette, le souffle du vent dans les cimes et ce craquement familier, presque maternel, de la lourde armature d'acier qui se rétractait doucement dans le froid nocturne. C'était le chant d'une forteresse invincible qui veillait désormais sur son sommeil. Pour la première fois de sa jeune existence tourmentée, Margot a fermé les yeux sans la moindre angoisse nouée au fond de l'estomac. Elle n'était plus de passage. Elle était profondément ancrée. La présence de Margot n'est pas restée secrète très longtemps. Dans un village sévenol d'à peine 300 âmes, les nouvelles voyagent bien plus vite que le vent d'hiver. Le postier a remarqué le changement d'adresse à la mairie. Le chef des pompiers volontaires a aperçu la fumée rassurante s'échapper de la canopée au petit matin et a poussé son 4x4 jusqu'au chemin forestier pour s'assurer qu'il ne s'agissait pas d'un départ de feu. Très vite, les anciens du bourg ont compris. La rumeur s'est propagée avec une tendresse inattendue, presque pudique. La petite fille du vieux Émile était rentrée à la maison. Les mémoires se sont alors déliées autour du comptoir de l'unique café. Ils se souvenaient tous d'Émile. Un homme taiseux, racontait-il, qui gardait ses chagrins cadenassés. Il descendait au village tous les samedis matins, qu'il pleuve à verse ou que le soleil brûle les pierres, toujours vêtu de sa même vieille veste en toile bleue de cheminot. Il buvait son café noir en terrasse, fixant la route départementale sans jamais rien dire, comme s'il attendait quelqu'un qui avait oublié le chemin du retour. Les villageois pensaient qu'il aimait simplement la solitude farouche de la montagne. Ils ignoraient qu'il était en réalité rongé jusqu'à l'os par l'attente. Un après-midi de fin d'octobre, alors que la vallée flamboyait de couleurs cuivrées et que l'air sentait la sève de pin, une femme très âgée, appuyée sur une canne en bois de noyer, a gravi lentement le sentier jusqu'à la clairière. Sans dire un mot, avec des gestes tremblants, elle a tendu à Margot une petite photographie au bord dentelé, profondément marquée par une pliure en son centre. Sur l'image en noir et blanc, on voyait Émile, beaucoup plus jeune, debout près du viaduc de pierre. À ses côtés, sa grande main calleuse enveloppait celle d'un petit garçon au regard grave. L'enfant s'accrochait à lui avec cette force désespérée, si propre à la jeunesse, quand le monde semble trop vaste et qu'il faut un pilier auquel s'agripper. La vieille dame a doucement brisé le silence de la forêt pour expliquer qu'elle avait pris ce cliché elle-même au début des années 70. Elle lui a confié avec émotion qu'Émile emmenait ce petit bonhomme absolument partout avec lui, et que le jour où René a fini par quitter le village sans se retourner, le cœur du cheminot s'est pétrifié. Il n'a plus jamais prononcé une seule parole superflue. Il s'est contenté de survivre et de guetter l'horizon. Margot a délicatement posé la photographie sur son étagère en bois brut, juste à côté de la vieille gamelle en fer blanc de l'usine et de la lettre manuscrite. Le grand-père, le père et la petite-fille. 3 générations de silence, de fuite et de fractures secrètes, finalement réunies par l'acier froid d'un vieux wagon et le parfum tenace de quelques boîtes à cigares. 3 êtres qui n'avaient jamais eu l'occasion de se trouver dans la même pièce au même moment, mais qui restaient liés par quelque chose d'infiniment plus puissant que la simple présence physique, par la douleur de la perte et par cette obstination miraculeusement humaine à vouloir laisser une trace indélébile pour ceux que l'on ne rencontrera peut-être jamais. Margot a compris ce soir-là que l'acte d'épargner ne concernait pas seulement la monnaie de papier ou les pièces d'or. C'était un acte de foi absolue. C'était croire de toutes ses forces que la chose que vous protégez dans l'obscurité finira par avoir du sens pour quelqu'un. Émile avait espéré pendant 2 décennies entières pour une famille dont il ignorait l'existence. Il avait caché le fruit de sa vie dans les ténèbres absolues avant de s'éteindre seul.
Mais les ténèbres ne gardent jamais tout pour toujours. Tôt ou tard, quelqu'un s'aventure sur un chemin oublié. Quelqu'un écoute une conversation par hasard dans un autocar de province, pousse une lourde porte soudée et découvre enfin ce qu'un inconnu a si précieusement préservé pour lui depuis le début. Margot n'avait que 22 ans, elle dormait dans la rue avec la peur au ventre et elle a dépensé son tout dernier billet pour une épave condamnée à la rouille. Ce fut, sans l'ombre d'un doute, le plus bel investissement de sa vie. Si cette histoire vous a touché en plein cœur, prenez un instant pour vous abonner à notre chaîne et aimer cette vidéo. Partagez ce récit avec quelqu'un qui a besoin d'entendre que la lumière finit toujours par percer l'obscurité. Et surtout, dites-nous dans les commentaires. Avez-vous déjà fait une découverte sur votre propre famille qui a totalement bouleversé votre existence? Nous lisons tous vos messages et nous avons hâte de découvrir vos histoires. À très bientôt pour un nouveau voyage.